tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Dans ce podcast, je vous propose, un lundi sur deux, d'aller à la rencontre de talents et de personnalités du nord de la France. Je suis persuadée que le succès se construit partout et c'est cette conviction que je souhaite partager avec vous. Le podcast en est à ses débuts et je remercie tous ceux qui l'ont écouté avec bienveillance. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous sur les réseaux sociaux et à lui attribuer une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela m'aidera à faire connaître La Boussole et à développer le podcast. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de Stéphanie Lamarche-Palmier, directrice de l'agence régionale de la Fondation Abbé Pierre. J'en profite pour remercier chaleureusement Bernard, le compagnon de ma maman, qui nous a mis en relation. J'ai passé un peu plus d'1 heure avec Stéphanie et j'ai rencontré une personne entière qui a progressivement mis en accord ses convictions et son activité professionnelle. Elle nous rappelle aussi les missions de la Fondation Abbé Pierre, dont l'interpellation des pouvoirs publics sur le mal-logement est le socle. Nous avons aussi parlé de l'engagement au quotidien, de la gestion d'un emploi du temps rempli où la représentation tient une place importante. J'espère que, comme moi, vous passerez un bon moment en compagnie de Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation sur La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Je suis ravie de vous recevoir et de pouvoir découvrir avec vous votre parcours et de le faire découvrir à nos auditeurs. Donc tout d'abord, pour parler de la partie études, j'ai vu que vous aviez fait des études dans le bâtiment, d'ingénieur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette première partie de votre vie en tout cas ? Oui, avec plaisir. J'ai d'abord, je pense, voulu devenir institutrice ou coiffeuse. D'accord. Puis prof de maths ou coiffeuse. Puis ingénieur ou coiffeuse. Et donc, c'est vers les études d'ingénieur que je suis partie parce que je travaillais bien à l'école et puis les maths, j'adorais ça. Et donc, on m'avait dit que ce serait super d'aller en classe prépa parce que je pourrais continuer de faire des maths. Donc, j'ai choisi la facilité en allant du côté des études où c'était des choses que j'aimais, que j'aurais à faire. En même temps, j'ai toujours vraiment été concernée, intéressée, curieuse de comprendre comment les choses se bâtissaient. Je pense que c'est assez lié au fait que j'ai grandi à Roubaix, oui, dans un quartier qui était vivant, avec des usines qui des fois se sont fermées, des fois ont été démolies, des courets qu'on a parfois démolis, là aussi, des immeubles. Et donc, voilà, ça m'intéressait de savoir comment les choses se faisaient, pourquoi le soir les lumières s'allumaient au bout des lampadaires et comment on organisait tout ça. Donc, naturellement, le domaine d'ingénierie dans lequel je me suis projetée, c'était celui du bâtiment et des travaux publics. Donc du coup, après les classes prépa, les concours et du coup l'entrée en école d'ingénieur, c'est ça. D'accord. Donc avec la volonté de choisir une école où je pourrais faire du BTP, j'étais pas tout de suite dans la première liste de l'école que j'ai faite, qui était l'École nationale des travaux publics de l'État. Donc je m'étais préparée à aller à Nantes. Je crois que j'ai fait une journée là-bas avec la journée d'intégration, le temps de trouver un logement, et puis j'ai été rappelée par l'école de Vaux-en-Velin et j'y suis partie le lendemain, je pense. C'était une école qui formait des ingénieurs fonctionnaires pour l'État, et cette année-là, elle ouvrait une quinzaine de places pour des Français non fonctionnaires. D'accord. Donc en m'inscrivant, je m'étais demandé si je serais plutôt fonctionnaire ou pas fonctionnaire, et puis de fait mon classement a fait que je n'étais pas assez bien classée pour être parmi les fonctionnaires, donc j'ai fait partie de la première promotion
d'élèves civils. D'accord. Et du coup, est-ce que, comme la légende le veut, beaucoup de garçons et pas beaucoup de filles dans cette école d'ingénieurs ou pas forcément Oui, plutôt... je sais pas, notre promo, je me souviens plus exactement, mais ça devait être de l'ordre de 10%, mais c'était déjà plus que en classe prépa. Oui. Voilà, donc après ça dépendait d'une année sur l'autre, mais effectivement une forte présence plutôt des garçons avec quand même, enfin j'étais pas une unique représentante de la gente féminine, mais c'est pas forcément ça moi qui m'interpellait le plus, c'était plutôt une surreprésentation des CSP plus quoi. Où je crois 80% des élèves ont ou un parent qui est déjà cadre ou ingénieur ou prof. Et moi, mes parents étaient commerçants. Les enfants de commerçants, d'ouvriers ou d'agriculteurs sont quand même peu nombreux. C'est plutôt cette diversité-là qui me questionnait. Oui, c'est vrai que pour moi qui ai fait une école de commerce, c'était à peu près la même chose. Il y a pas beaucoup de diversité finalement de milieu familial et on est tous à peu près pareil quoi. Enfin il y a pas beaucoup de voilà, il y a une forme de reproduction et c'est difficile d'aller dans des parcours qu'on connaît pas et donc c'est plus fréquent de rencontrer des enfants qui reproduisent plus ou moins le même type d'études que leurs parents que l'inverse. Donc ça explique un peu les choses. Après, il peut se rajouter des difficultés matérielles ou géographiques quand les écoles sont éloignées. Mais voilà, cette réalité-là m'avait marquée. C'est vrai qu'il y a pas, des fois, c'est compliqué d'avoir certaines informations pour certaines populations finalement qui pourraient rentrer à faire des classes prépa et aller en école d'ingénieur. Information, mais même projection. Moi, ça m'arrive aujourd'hui de rencontrer des jeunes, d'accueillir des stagiaires et j'interviens aussi depuis plus de 10 ans dans une formation auprès d'élèves de l'université. C'est aussi une forme de projection où pour obtenir l'information, des fois elle arrive et on la lit, mais des fois on va la chercher. Et parfois quand on se projette pas, on se met même pas en situation de la rechercher ou de la lire. Donc voilà, ça peut encore pour certains représenter des difficultés d'explorer un domaine qui est pas du tout celui de sa famille ou de ses parents. Et donc du coup, à l'issue de vos études, donc comme vous expliquiez, vous étiez donc dans votre promotion les civils missionnaires. Donc, les 15 premiers civils de l'École nationale des travaux publics de l'État. Et donc, vous avez rejoint une entreprise classique, je crois que c'était le groupe Eiffage, ou c'était des filiales tout au début, c'était le groupe Bouygues. Bouygues, d'accord. Le premier stage qu'on devait faire, c'était un stage qu'on appelle en général d'ouvrier. Voilà, j'ai balancé mes courriers, j'avais été retenue par une boîte de VRD, donc... confrontée un peu pour la première fois après 3 semaines de bureau d'études à 3 semaines de chantier, c'était intéressant. Et deuxième année, c'était plutôt un stage d'ingénieur et pareil, j'avais pas vraiment de réseau de connaissances. Donc à l'époque, on pouvait encore relativement... enfin, en tout cas, j'avais eu mes stages en ayant envoyé des courriers alors que je connaissais personne. Et c'est dans l'entreprise Norpac que j'avais une proposition dans le domaine de la réhabilitation, ce qui m'intéressait beaucoup, d'immeubles HLM qui avaient été bâtis dans le quartier du Nouveau-Roubaix, en briques. Et donc, c'était plutôt une belle proposition, à la fois une entreprise qualifiante, avec un chantier dans ma ville d'origine, sur un objet, le logement social qui m'intéressait. Donc oui, j'ai un beau souvenir de stage que j'ai fait donc dans cette entreprise et le lien que j'ai noué avec le responsable de service a fait que j'avais travaillé en dossier de fin d'études sur une esquisse d'un tableau historique de la réhabilitation en France. Et il m'avait accompagné parce que je l'avais fait à Lille avec quelques recherches. Enfin, j'avais fourni aussi mes éléments. Et puis la possibilité, du coup, naturellement, d'avoir un emploi dans cette boîte. Mais ça n'a pas marché. Donc, au bout de 4 mois, j'en ai trouvé... cherché un autre et puis trouvé...
en revenant à Lyon, où j'avais laissé celui qui allait devenir mon fiancé. D'accord. Et donc après, la vie active... Après, je me suis mariée. Ah ouais. non, c'était pas la question. Les deux, hein, ouais. Oui, après... Donc, la vie active, elle a démarré à l'issue du diplôme, et puis donc quelques mois dans le Pas-de-Calais, dans le bureau d'études de Norpac, et ensuite ça a démarré de façon un peu plus longue dans le groupe Eiffage, effectivement, dans une boîte qui s'appelait Solgec à l'époque, qui était basée à Caluire, juste à côté de Lyon. Toujours plutôt dans le bureau d'études, parce que paraissait plus prudent ou plus compatible avec mon genre féminin de me mettre en bureau d'études que sur les chantiers. Donc voilà, je suis plutôt allée faire les études par rapport aux appels d'offres, au marché, essayer de chiffrer les chantiers pour les remporter, et assez rapidement de travailler aussi sur des opérations un peu expérimentales où il y avait des appels à projets sur des performances ou des marchés un peu particuliers d'entreprises et travaux publics. Voilà, donc des études et des réflexions aussi pour développer des nouveaux marchés. D'accord. Et donc après, vous êtes après cette expérience du côté de Lyon, vous êtes revenu dans la région par la suite, ou comment ça s'est passé La vie de l'entreprise a fait que il y avait un changement d'organisation, et du coup, moi on me proposait Paris ou Rouen, et j'ai dit non. Enfin, votre siège dans le Nord, il est à Roubaix. Moi, je suis de Roubaix, donc ça peut m'intéresser de revenir dans ma région d'origine, mais Paris et Rouen, non merci. Donc voilà, je suis restée dans le groupe Eiffage, et j'ai rejoint la direction régionale qui était basée à Roubaix à l'époque. D'accord. Et du coup, après, qu'est-ce qui fait le basculement finalement après cette expérience chez Eiffage? J'avais vu dans votre parcours que vous rejoigniez l'OPAC de Roubaix, je crois, c'est ça? C'est ça. En fait, cette curiosité ou cette particularité de travailler sur des sujets nouveaux fait que on a répondu à plusieurs appels à propositions qui étaient à l'époque organisés par un service du ministère du Logement. Et donc à 2 reprises, on a développé des projets en partenariat avec un architecte, un bailleur, la ville de Roubaix, l'entreprise, et notamment un dossier qui consistait à faire des propositions pour construire du logement à qualité et coût maîtrisé, donc en gros faire du logement social moins cher pour les gens. Et à l'occasion de ce montage de projet, j'ai découvert l'univers du maître d'ouvrage social, et puis j'ai eu une proposition du coup de rejoindre leur rang pour continuer de développer des innovations, et puis aussi travailler sur la qualité. D'accord. Donc référentiel qualité, les normes ISO, animer un peu la réflexion autour de la chasse au dysfonctionnement ou de l'amélioration des processus. Donc c'était à la fois l'occasion de continuer à travailler sur le sujet du logement qui m'intéressait beaucoup, et puis de rejoindre aussi l'organisation sur comment on peut mieux travailler ensemble, ou mieux être plus efficace dans ce qu'on fabrique. D'accord. Donc un vrai boulot d'ingénieur. Oui, mais finalement, du coup, là, vraiment, au service du logement social pur, quoi. Oui, pur, oui, en tout cas du logement. Du logement, voilà. Oui, des gens. Ok. Et donc après, vous passez du coup de la partie, on va dire, office HLM, logement social, à la ville de Roubaix, directement. Un peu pareil, on a continué. Ensuite, les dossiers qui nous ont regroupés, c'était une recherche qui s'appelait Villa urbaine durable. Et donc, on a travaillé ensemble sur un sujet qui était celui de construire du logement de façon plus durable dans un contexte urbain, en préservant l'intimité et le confort des habitants. Donc, l'élaboration d'un projet sur des sites disponibles
dans la ville, en lien avec des architectes qui étaient prêts à construire autrement. C'était toujours une réflexion aussi liée aux techniques de construction, puisqu'il s'agissait d'avoir une approche durable du logement. Et à nouveau, une proposition par rapport à quelqu'un qui partait en ville de reprendre le poste. Et ça s'est fait presque naturellement. D'accord. Et du coup, vous avez là passé, je pense peut-être les examens au niveau du CNFPT ou des choses comme ça. Que c'est... Tout à fait. Parce que, du coup, j'ai pensé à ma maman qui les avait passés aussi quand j'avais vu ça. Je suis un peu entière en fait. Oui. Du coup, en me disant je rejoins un poste de collectivité locale. Le statut normal, c'est celui de fonctionnaire. Donc, effectivement, j'ai passé le concours d'ingénieur de la fonction publique territoriale. Oui. Et du coup, pendant quelques années, j'ai eu le statut de fonctionnaire territorial. D'accord. Je viens de le perdre parce quand on part, on a droit à 10 ans de disponibilité. Et ça fait plus de 10 ans. J'ai franchi le cap. Voilà. Donc... si je veux retourner dans la fonction publique territoriale, je vais devoir passer un concours. D'accord. Et du coup, au niveau de la ville de Roubaix, qu'est-ce que vous avez mis ? Enfin, c'était quoi votre quotidien ? Qu'est-ce que vous faisiez ? Enfin, c'était quoi vos missions à ce moment-là ? Le poste au départ s'appelait direction de l'habitat. Je suis arrivée au moment où les lois Borloo se mettaient en place. Celle qui concernait la rénovation urbaine. Et donc, une grande partie de l'activité, elle a tourné autour de la question de la construction des projets pour définir la façon dont on allait mener ces transformations et puis la construction en concertation aussi de chartes de relogement. La mise en place de pratiques de concertation pour travailler sur les nouveaux projets avec les habitants. Ça n'a pas toujours été possible, mais ça s'est fait à certains endroits. Et ça a été aussi pour moi le début de pratiques un peu différentes que je trouve pas étrangères à la question de l'ingénierie, mais justement de concevoir des produits, des projets qui correspondent aux attentes des personnes et qui les aident à vivre mieux. Et donc, le faire en testant ces approches de réunion publique, de concertation, de co-conception. Et donc, j'ai commencé à travailler autrement avec ces principes-là. Et c'était très enrichissant. D'accord. En fait, j'ai l'impression, en vous écoutant, quelque part, vous avez toujours été à la fois dans l'innovation, d'innover dans tout ce que vous pouviez faire, d'apporter des nouvelles choses, des nouvelles méthodes, que c'est quelque chose qui est une espèce de fil rouge aussi qu'on peut retrouver sur les... Ouais. Oui. Moi, je le vis comme ça, comme une question qui se pose, la possibilité de travailler à la réponse, et puis une autre qui arrive, et du coup, une nouvelle démarche. Ça s'accompagne souvent de rencontres. D'élaboration aussi, de capacité à rendre compte de ce qu'on a découvert. Il y a sans doute il y a plein de choses qu'aujourd'hui j'ai apprises au fur et à mesure du temps, et c'était sans doute pas aussi simple il y a 10 ans ou il y a 20 ans, mais quand même un peu aussi la conviction que si on découvre des trucs bien mais qu'on les partage pas, c'est pas tellement utile. Ouais. Donc voilà, j'ai souvent eu la possibilité de me retrouver en animation ou en partage. L'animation de la démarche qualité, ça n'a pas été complètement abouti, mais je garde plutôt un bon souvenir de l'expérience d'avoir pu travailler avec les différents métiers de l'entreprise, repérer les dysfonctionnements. Il y a des choses qui ont changé, et c'était intéressant de pouvoir participer à cette évolution. Et du coup, après, qu'est-ce qui fait que vous changez de la ville de Roubaix à la Fondation Abbé Pierre ? Encore une fois, naturellement, les rencontres, une proposition, ou c'est un peu différent ? Un peu différent, en fait. Ouais. Je pense que... j'ai pas souvent appris à comment dire, peut-être que la façon dont j'ai évoqué certaines difficultés ou certains dysfonctionnements a été un peu trop percutante.
Et du coup, ça devenait difficile de poursuivre. Donc, il fallait que je trouve autre chose ou que j'accepte une proposition qu'on allait me faire pour aller ailleurs. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était quasiment la première fois en 20 ans que je me demandais ce que j'avais envie de faire comme métier. À la fois parce que c'était très difficile de constater que je voulais mettre en avant des choses et que ça avait du mal à passer. Et du coup, à me demander vraiment si j'étais au bon endroit. Oui, à vous remettre en question complètement, du coup. Complètement. Donc, je me suis questionnée sur mon métier, ce que j'avais envie de faire. Enfin, je me suis posé plein de questions et le hasard a fait qu'à un moment, je m'étais dit, bon, allez, je me pose. Et puis, quand je lis le rapport de la Fondation Abbé Pierre sur l'état du mal-logement, je retrouve des choses que j'approuve, avec lesquelles je suis en accord. Et donc, voilà, je vais aller sur le site pour voir les dernières actualités, les propositions. Et ce jour-là, la première chose qui s'allume quand je me mets sur l'écran, c'est l'offre de recrutement pour Lille. Et donc, je me suis dit à la fois, ça te correspond pas mal, mais c'est peut-être pas pour toi. Et en même temps, si tu fais pas candidature, tu pourras jamais savoir. Et mais ça s'est passé un été, il y a presque 11 ans. Et voilà, j'ai eu la chance d'être retenue et du coup d'ouvrir la représentation de la Fondation Abbé Pierre dans la région en janvier 2009. D'accord. Et donc, du coup, pour moi, en fait, la Fondation Abbé Pierre, ça me rappelle un souvenir de quand j'étais petite. Il y avait une manifestation, on habitait en Lorraine, et en fait, c'était dans les années 90, je sais plus exactement l'année, mais il y avait à Nancy, je crois, une grosse manifestation sur le logement, le mal-logement. Et je me rappelle, on avait fait des pancartes avec ma petite sœur, et ma sœur avait une pancarte, c'était écrit « Sans toi, t'es pas toi ». Donc moi ça me fait toujours penser à ce moment-là quand j'étais enfant, la prise de conscience que tout le monde n'avait pas forcément un logement, qu'il y avait des personnes qui étaient sans abri. C'est vrai que nous on habite dans une petite ville en Lorraine, ma mère elle était assistante sociale, donc on avait la conscience aussi d'être privilégiée par rapport à d'autres familles qu'elle pouvait visiter dans son métier. Mais du coup, pour moi, c'était vraiment ça, quoi. De dire la prise de conscience, on est petit, on a la chance d'avoir un toit, tout le monde n'a pas un toit. Et que quelque part, ce que fait la Fondation et ce que du coup vous faites avec la Fondation dans le Nord, c'est quand même sur cette thématique-là. Alors complètement. Donc, un des présidents de la Fondation Abbé Pierre venait de Moselle, hein, donc c'est peut-être lié à votre souvenir. Il y a eu 4 fondateurs, donc dont l'abbé Pierre et dont Raymond Etienne, qui est il était président juste avant Laurent Desmarres, qui est le président actuel, et il a longtemps été responsable d'une communauté Emmaüs en Lorraine. Donc voilà. La fondation, elle a été créée en tant que telle au début des années 90, donc ça correspond complètement à cette période. Elle est relativement récente par rapport à la création d'Emmaüs qui fête cette année ses 70 ans. Ouais. Et effectivement, c'est plutôt concentré sur la question du logement et de la lutte contre le mal-logement par rapport à une situation dans les années 80 qui a interrogé beaucoup de monde parce qu'il y avait eu 30 ans, on va dire, de développement, de croissance assez continue où beaucoup, après la guerre, ont démarré dans la difficulté, mais d'année en année, les choses s'amélioraient. Enfin, l'augmentation des salaires, l'inflation faisait que beaucoup ont pas vécu sans difficulté, mais d'une année à l'autre, les choses s'amélioraient. Mais dans les années 80, il y a eu un phénomène de nouvelle pauvreté qui est apparu. Et alors qu'on pensait que vivre sans logement, c'était quelque chose qui était terminé. Il y a à nouveau des personnes qui sont apparues. À l'époque, il y a eu les vendeurs de journaux gratuits. Il y a eu ensuite la création du RMI, le SAMU social à Paris. Effectivement, de la part de l'abbé Pierre et de ses amis fondateurs, la prise de conscience que c'était un phénomène structurel et que c'était du coup important de pouvoir réfléchir
à ce qui faisait que notre société produisait du mal logement et aux conditions qu'on pouvait trouver pour en sortir. Donc, la mise en place d'une asso, puis d'une fondation qui a d'abord fonctionné avec eux et avec des bénévoles, et puis qui, au fur et à mesure de la confiance que les gens lui ont accordée, a pu développer ses activités. Et aujourd'hui, il y a à peu près 250 bénévoles et 130 salariés qui travaillent pour la fondation. Au bout de 10-15 ans, la croissance de la fondation s'est accompagnée de la création d'agences dans les régions. D'accord. Et c'est à cette occasion-là qu'il y a eu la création de l'entité à Lille. D'accord. Et du coup, au niveau du territoire des Hauts-de-France, c'est les projets que vous portez avec la fondation. C'est quoi? C'est des créations de logements? C'est s'assurer qu'il y ait un quota de... Enfin, comment c'est concrètement? Une des façons d'exprimer son action pour Emmaüs, c'est agir et interpeller. Donc, il y a à la fois des projets qu'on soutient, qui sont souvent développés par les associations et le travail de la fondation, qui est de collecter des fonds, permet de soutenir les associations dans leur activité. Mais il y a aussi l'interpellation. Ça veut dire que avec notre groupe de bénévoles ou notre participation à un certain nombre d'instances, on va essayer de regarder comment les choses se passent dans le territoire et le cas échéant de pouvoir mettre en avant les difficultés ou les leviers sur lesquels il faudrait agir pour essayer d'améliorer la situation. Dans la région, un des gros problèmes, c'est la difficulté à rénover le parc, parce que c'est une région qui a connu un grand développement dans les années 1900, un peu avant, un peu après, avec la maison 1930 dont on parle souvent. Mais cette maison, elle a été conçue à une autre période, donc il y avait pas tous les usages d'aujourd'hui. Beaucoup avaient même été conçus à l'époque en dehors des réseaux. C'est ce qui fait que des maisons encouées ont été démolies parce que on pouvait pas les reconnecter au réseau, aux égouts, par exemple. Ouais, ils étaient pas au bon niveau. Ça, c'est des questions techniques et on va pas parler que de ça. Mais donc voilà, une des grandes réalités de notre territoire, c'est l'ancienneté du parc et le fait qu'il soit pas assez isolé, pas toujours adapté, ou que les moyens qu'on a d'entretenir les logements n'ont pas été au rendez-vous et que aujourd'hui les maisons sont devenues insalubres. Si on conjugue ça avec une population qui, de façon moyenne, est la plus pauvre des différentes régions de France, c'est-à-dire que les occupants confrontés à une maison en mauvais état sont eux-mêmes en difficulté de mobiliser des moyens pour faire les travaux, et donc on est dans des situations de fragilité, de vulnérabilité. Donc ça, c'est un des premiers enjeux. Ce parc-là, il continue d'accueillir des ménages parce que il n'y a pas assez de logements en bon état, parce que l'accès au parc social n'est pas assez fluide, voilà, il y a peut-être pas partout les logements adaptés aux demandes, donc ça explique que les gens continuent de se loger, prennent ce qu'ils trouvent, mais du coup sont parfois piégés dans des logements insalubres. Des passoires thermiques, la fameuse expression des passoires thermiques. Un autre phénomène aussi qui est là également issu de notre histoire, c'est le paternalisme. Pendant longtemps, il y a eu une approche, on va dire, affective des problèmes, ce qui fait que parfois, les droits que prévoit notre pays ne sont pas appliqués ou respectés. Et ça conduit parfois les personnes à se sentir en dehors de la société ou se demander si elles sont citoyens à part entière. Et donc là aussi, c'est un des enjeux pour nous, de faire en sorte que les droits prévus par la loi soient connus et appliqués, et que quand ils sont respectés, ça permette aux personnes d'être complètement citoyennes et de pouvoir agir à part entière et pas se sentir rejetées. Ça me fait penser à un article que j'avais lu, je crois que c'était l'été dernier,
sur un programme qui était, je crois, en Finlande, si je dis pas de bêtises, qui était dédié du coup aux sans-abri, où c'était d'abord on les reloge, on n'attend pas d'eux quoi que ce soit. D'abord, on leur donne un logement et après, on met autour tout ce qu'il faut, mais on fait pas l'inverse. Voilà, si ça se passe, si on parle en anglais, ça s'appelle Housing First. Oui, c'est ça. Ça fait 30 ans que ça a été testé, je crois, au départ à New York et au Québec. Donc aujourd'hui, c'est plus une expérience. À chaque fois que ces démarches-là sont appliquées, il y a de bons résultats. Et en reprenant la formule que vous aviez en étant jeune. Oui, le sans toi, t'es pas toi. Le sans toi, t'es pas toi. On peut être certain que sans toi, il y a des choses qui sont compliquées, difficiles ou un certain nombre de problématiques. Et qu'en obtenant un toit, mais il y a une partie des difficultés qui... de facto, trouve une solution, en fait. Et donc, c'est sans doute plus efficace d'apporter un toit qui, en même temps, va apporter une solution à une partie des problématiques, puis de travailler sur ce qui reste, que de dire on va tout travailler, et quand tu auras plus de problème, et ben là, peut-être, tu auras un toit. Donc, il y a eu différentes écoles, il y a eu une réponse aussi longtemps qui était basée sur l'hébergement, où on se disait l'hébergement finalement c'est une façon de répondre aux différentes difficultés, de permettre à la famille tout de suite d'avoir un espace où elle va être à l'abri. Mais on peut faire le constat, en 20 ans, le nombre de personnes sans domicile en France a augmenté. Les budgets qui ont été consacrés à l'hébergement, eux aussi, ont augmenté. Et parfois même, les personnes qui passent par l'hébergement se retrouvent stigmatisées parce qu'on se dit « Oh là là, mais si elles sont passées par l'hébergement, c'est qu'elles ont dû rencontrer des problématiques et peut-être que c'est compliqué de les accepter comme voisins. » Donc, finalement, ce qu'on pensait être une réponse à des difficultés, on se rend compte que ça devient parfois à l'origine d'autres... Donc ça devient stigmatisant, en fait, voilà. Donc, effectivement, puisque ailleurs ça a fonctionné, on a proposé de travailler là-dessus. Alors, la Fondation Abbé Pierre avait lancé une démarche en disant sans domicile, objectif zéro, et on avait... invité à la dernière présentation du rapport avant les élections présidentielles, les différents candidats à venir se positionner par rapport à ça. Le candidat Macron avait dit « mais si je suis élu, je travaillerai dans ce sens-là ». Et effectivement, c'est ce qu'il a fait en lançant il y a 2 ans cette politique. Alors en français, c'est le logement d'abord. Oui. Il y a 23 territoires qui ont été retenus pour appliquer cette politique de façon anticipée, dont la métropole européenne de Lille. Et depuis un an, le projet démarre, s'installe et travaille sur les conditions pour permettre aux personnes sans logement de retrouver un logement tout de suite et du coup de transformer le travail social d'accompagnement qui se faisait avant de façon centralisée, en collectif, pour évoluer sur des approches plus individualisées, de façon plus disséminée. Donc c'est une transformation complète du système d'accompagnement à laquelle on assiste. Oui, c'est une révolution un peu quand même. Oui, ça se fait. Enfin, je veux dire, c'est une nouvelle façon d'exercer son métier, mais gérer une équipe de salariés dans un lieu fermé, c'est pas la même chose que d'être dans différents quartiers. Donc voilà, il y a beaucoup de changements, des belles réussites aussi. Et nous, c'est ce qu'on essaie de montrer aussi au travers de nos publications. L'année dernière, on avait recueilli 15 témoignages de personnes qui avaient accédé directement au logement, en repérant que parfois c'était un réseau d'amis, dans d'autres cas c'est une asso, dans d'autres cas c'est le SAMU social, ça peut être les élus d'une ville qui repèrent que quelqu'un a installé sa tente dans un parc. Il y a plusieurs façons d'être reconnus sans logement. Oui. Et tous ceux qui ont accédé au logement, déjà continuer d'être logés
Et donc, ça montre que c'est possible et que ça peut s'installer dans la durée. Et à chaque fois, c'était aussi le témoignage des changements que ça amène et de la trajectoire qui est possible grâce au logement. Et du coup, vous, en tant que directrice du coup, de l'antenne régionale, vos missions, qu'est-ce que c'est? Enfin, qu'est-ce que la Fondation vous confie comme mission? Enfin voilà, c'est quoi un petit peu vos enjeux au quotidien, vos projets au niveau de la Fondation pour l'île, pour les Hauts-de-France? Donc, une des premières missions, c'est celle d'observer pour pouvoir repérer les questions de mal logement, décoder les phénomènes, mais aussi, comme on le fait là, de pouvoir en discuter, éventuellement de partager avec vous vos impressions, pouvoir décoder, expliquer ou construire ensemble des propositions, donc l'observation. Il y a l'interpellation, parce que de temps en temps, quand on estime que les lois sont pas respectées ou que on n'a pas pris la mesure d'une difficulté, on va essayer d'interpeller le pouvoir public ou les citoyens pour que on puisse changer les choses. Ça peut parfois aussi aller sur des actions en justice pour faire valoir les droits des personnes quand ils ont été bafoués. Il y a un travail ensuite de soutien aux associations, donc qui va être de les accompagner ou dans des formations, des temps d'échange de pratiques, mais aussi les demandes de soutien financier quand il s'agit d'apporter une subvention pour permettre à un projet de se réaliser. Il y a ensuite tout un système de missions qui relève de la représentation. D'accord. Il y a des instances participatives qui existent ou de représentation. Beaucoup de politiques publiques aujourd'hui sont examinées dans des comités avec des représentants des collectivités, de l'État, des usagers ou des bailleurs sociaux ou des promoteurs. Et donc, on participe à un certain nombre d'instances où on essaie de faire en sorte que la voix des sans-voix soit entendue. Et puis, pour terminer, parce que je peux pas faire seule toutes ces missions et que c'est un travail qu'on réalise avec les collègues et une équipe de bénévoles, il y a l'organisation pratique d'une agence avec l'organisation des moyens, la mise en place des réunions, le partage d'informations, le lien aussi avec la délégation générale. D'accord. Donc, c'est 5 grandes familles d'intervention. Et du coup, vous, depuis à peu près 11 ans, est-ce qu'il y a des projets ou des choses que vous voudriez mettre en avant? Vous dites, voilà, on a réussi quelque chose, on a réussi à faire changer une mentalité. Est-ce qu'il y a des projets menés par la Fondation dans le Nord où vous dites, là, on a changé un peu la donne? Oui, il y a des choses qui ont changé et c'est aussi souvent ce qui donne envie de continuer, de voir des belles réussites. Je parlais du paternalisme. On a repéré au démarrage de l'agence le point faible que l'accès au droit pouvait représenter. On a mené beaucoup d'actions pour essayer de renforcer l'accès au droit. Plusieurs associations se sont intéressées au sujet ou révélé des acteurs de l'accès au droit. En matière de logement à Lille, on a les ateliers populaires d'urbanisme, par exemple, qui sont devenus des acteurs importants du réseau d'accompagnement au droit lié à l'habitat que la Fondation avait mis en France. Ça a permis de soutenir leur action. Ça a permis de repérer les qualités de l'intervention, l'expertise et de travailler ça en réseau avec d'autres assos du territoire. Et concrètement, ça permet aussi à plusieurs centaines de ménages en difficulté vis-à-vis du logement d'être reçus dans l'un des 3 ateliers populaires d'urbanisme, d'avoir une écoute de qualité, des solutions efficientes, pouvoir choisir celle qu'on a envie de retenir pour résoudre son problème et le cas échéant d'être accompagné. Des fois ça va être
être aidé pour rédiger un courrier. Dans d'autres cas, ça peut être jusqu'à retenir un avocat ou un huissier pour pouvoir faire une action en justice. Alors ça peut être le droit au logement opposable, ça peut être de requalifier un bail. C'était arrivé un couple de personnes fragiles qui avaient eu un bail et c'était marqué, je crois, 30 mètres carrés, alors que le logement en faisait 2 fois moins. Ça peut être accompagné à la sortie d'un logement au moment de l'état des lieux, quand on craint de devoir assumer des frais liés à des remises en état qui correspondent pas à l'état du logement. Voilà, il y a plusieurs niveaux d'accompagnement, être soutenu pour faire valoir ses droits d'accès au logement, etc., etc. Et ça, c'est plutôt intéressant de voir que ce sujet de l'accès au droit, c'est devenu une pratique, qu'on a une référence qu'on peut mettre en avant, et de repérer aussi que des ménages ont pu trouver une aide effective et voir leur solution se réaliser, arriver en tout cas grâce à la présence des ateliers populaires d'urbanisme et globalement de l'accès au droit. Et du coup, dans tout ce que vous faites, donc avec une équipe et tout ça autour de vous, la représentation dans différents organes régionaux, au niveau de votre quotidien, donc vous avez dit tout à l'heure, voilà, mon fiancé qui est devenu après mon mari, peut-être que vous avez une famille. Comment vous arrivez aussi à gérer finalement à la fois cette vie professionnelle qui est hyper dense, hyper riche, avec des responsabilités importantes, et aussi votre vie de famille. Voilà, ça m'intéresse aussi cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle, parce que c'est aussi un enjeu pour moi au quotidien. Donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Mais c'est pas toujours facile, et je pense qu'il y a des moments ça a été plus compliqué que d'autres. Ça fait 30 ans que je travaille, donc mes enfants aujourd'hui sont plutôt grands. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile au niveau des horaires quand on avait des ados qui devenaient autonomes dans le déplacement plutôt que quand on avait des petits qu'il fallait aller chercher à la fin de l'école ou à la fin de la garderie. Voilà, j'ai 4 enfants. Le plus grand a 25 ans. Le plus jeune est en terminale aujourd'hui. Il a bientôt 17 ans. Pour moi, ce qui est important dans la conjugaison de la vie professionnelle et de la vie perso, c'est déjà d'avoir une proximité. J'habite à une demi-heure en vélo ou en transport en commun de mon travail. Donc, c'est-à-dire que le temps que je passe dans les trajets est raisonnable. Donc ça, c'est une première clé. J'essaie d'utiliser les congés. Voilà, donc je fais mon travail de planification avec mes jours de RTT, par exemple. Quand les enfants étaient petits, moi, j'ai commencé à travailler, la réduction du temps de travail n'existait pas. Donc, j'ai savouré l'arrivée des 35 heures. J'ai apprécié d'avoir de temps en temps des jours qui me permettaient, comme d'autres parents, d'aller préparer le cadeau de fête des pères ou d'aller animer l'atelier lecture quand mes enfants étaient encore en maternelle. Aujourd'hui, je continue d'essayer de planifier ces jours-là. C'est un droit, c'est important et je les utilisais. Parfois, j'ai quand même du mal et du temps de travail qui déborde. Donc, je dois dire que si je peux concilier les deux, c'est aussi grâce à mes enfants et à mon mari, qui se montrent parfois très patients ou conciliants. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? J'essaie d'être là où je suis, c'est-à-dire de travailler au bureau et à la maison, d'être à la maison, donc de pas tout le temps tout mélanger. D'être pleinement présente, en fait. Voilà, c'est pas facile. Je peux pas dire que j'y parvienne tout le temps. Je pense qu'une des clés aussi pour réussir à concilier, c'est quand même de prendre du plaisir dans son travail. C'est un sujet qui m'intéressait. J'ai la chance de pouvoir travailler. La place que j'occupe me permet de contribuer à la réussite de certaines assos ou de certains projets. C'est une grande chance.
Et je pense que ça m'apporte aussi de l'énergie pour continuer. C'est plus facile de se sentir bien quand on est heureux la moitié de son temps au travail que si on s'épanouit pas dans son travail ou qu'on n'aime pas ce qu'on fait ou qu'on n'est pas en phase éthiquement avec ce qu'on fabrique. Et du coup, donc là, ça fait 11 ans à la Fondation Abbé Pierre. Vous signez encore... Enfin, c'est quoi un peu les projets pour la suite? Est-ce que vous voyez les choses? Je sais pas. Ouais. Parce que finalement, quand j'ai changé de lieu, j'avais pas forcément 6 mois avant prévu de le faire. C'est l'endroit où je suis restée le plus longtemps. J'ai l'impression que ça s'est passé très vite. Il y a encore beaucoup de projets. Je trouve aussi que la durée permet sur certains sujets compliqués de commencer à comprendre les choses. Et donc, je pense que la durée, elle est aussi profitable. Aujourd'hui, je vois encore beaucoup de choses à faire ici, beaucoup de projets dont j'ai envie d'observer la poursuite ou de pouvoir contribuer à la mise en place. Et j'ai envie de continuer, de poursuivre. D'accord, ok. Non, c'est super parce que c'est vrai que ça permet d'avoir un peu de vue, en fait, d'avoir du recul, parce que c'est vrai que parfois, pour avoir une maman qui travaille au département, je sais que les projets peuvent prendre pas mal de temps à éclore, le temps d'être validé, de connaître toutes les étapes, etc. Et donc, parfois, c'est vrai que à l'échelle d'un projet, 10 ans, ça peut paraître long pour certains, mais finalement, c'est pas si long que ça par rapport à toutes les phases de validation que les projets peuvent connaître, quoi. Oui, puis dans les différentes missions que j'ai animées, certaines sont à court terme, d'autres à moyen terme. Donc la conjugaison aussi de ces différentes échéances, elle permet d'avoir à la fois des projets qui aboutissent dans les semaines qui arrivent, d'autres qu'on peut mener dans l'année et d'autres qui prennent plus de temps. Donc c'est la conjugaison entre ces différents termes qui est aussi qui permet à la fois d'avoir des réalisations dont on voit l'issue et d'autres dans lesquelles on s'engage en reconnaissant que ça prendra du temps, mais voilà, les petits jalons ou les petites réussites sont importants pour continuer de pouvoir avancer. Et j'ai aussi l'impression, en vous écoutant, que finalement, ce que vous faites aujourd'hui et puis depuis 10 ans au sein de la Fondation Abbé Pierre, c'est peut-être ce qui est le plus en phase avec vos convictions profondes. Enfin, on sent que c'est vraiment... ça répond aussi à je sais pas, peut-être un désir, je sais pas si c'est de la justice, mais en tout cas, de vouloir... apporter quelque chose aux autres, de vouloir essayer de trouver des solutions sur le problème du logement, d'apporter une forme de justice sociale aussi grâce à la Fondation. Et quelque part, c'est ce qui était un petit peu sous-tendu dans ce que vous faisiez en innovation, dans le logement, et puis après au niveau de la ville de Roubaix ou des offices HLM, et que là, du coup, c'est vraiment ça, votre quotidien, et c'est ce qui fait aussi que finalement, 10 ans, c'est beaucoup, et puis c'est pas beaucoup. Oui, tout à fait. Je me retrouve dans le sens de ce que je fabrique aujourd'hui. Mon éthique, mes valeurs, je m'y retrouve. Je trouve important aussi, je me suis rendu compte que je m'étais mis à accueillir des stagiaires et c'est quelque chose qui est important, la transmission pour la Fondation Abbé Pierre. Donc, on peut le faire auprès d'étudiants, de jeunes publics, on continue de le faire. Travailler en équipe aussi, c'est une vraie chance. Donc, je travaille avec une équipe de collaborateurs impliqués, motivés, avec des bénévoles qui viennent parfois 1 an, parfois 3 ans. Et dans l'équipe, il y en a aussi qui sont là depuis le début. Et donc, c'est aussi des belles rencontres et de se réunir pour faire ensemble quelque chose qui nous tient à cœur, dont on voit parfois les effets positifs. C'est plutôt gratifiant et ça nous aide à continuer. Et du coup, vous parliez de vos valeurs. Pour vous, qu'est-ce que c'est vos valeurs? Vous avez parlé de justice, je me retrouve assez bien dans ce terme-là. La fraternité, j'ai été touchée, c'est ce qui peut se vivre au quotidien dans les communautés où quand on se retrouve à table, c'est l'un avec l'autre, chacun dans son humanité, mais voilà, c'est
une fraternité. Et du coup, la fraternité, c'est finalement aussi dans un certain nombre d'actions dans les quartiers ou sur la question de la citoyenneté, c'est de se reconnaître dans l'autre et de faire en sorte que les droits que j'ai, l'autre les ait aussi, et réciproquement. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui me convient bien. Et le fait d'être dans un espace où on peut l'éprouver aussi dans la nature des rapports, c'est plutôt quelque chose que j'apprécie. Je pense qu'il y a l'optimisme aussi, le fait de... Ce qui veut pas dire qu'on voit pas les difficultés aujourd'hui, hein, mais se dire qu'il y a des solutions qui existent et qu'on peut faire mieux. Ça, je pense que c'est quelque chose qui me correspond aussi. D'être dans un espace où le rôle de l'interpellation existe. Ça veut dire que avoir l'opportunité de pouvoir s'exprimer et le cas échéant de pouvoir expliquer les sujets qu'on aimerait voir se transformer. Il y a plein de métiers où on peut pas le dire, où on peut pas l'exprimer. Moi, ça fait partie de mes missions. Et du coup, d'avoir cette possibilité de pouvoir interpeller ou expliquer, je trouve ça aussi plutôt chouette et important par rapport à mon fonctionnement ou à ce qui me paraît important. Enfin, oui. D'accord. Et du coup, si vous pouviez donner un petit peu une journée type de Stéphanie Lamarche-Palmier au quotidien, je sais pas, vous vous levez à quelle heure je trouve que c'est intéressant en fait de voir à la fois quand les personnes ont des rituels ou si elles n'en ont pas du tout ou que chaque journée est complètement différente, mais de voir un peu comment une journée type s'organise. Voilà, si vous avez besoin de beaucoup de sommeil, pas beaucoup de sommeil, un peu tout ça, quoi. Alors, la partie sommeil, elle est assez routinière. Oui. En général, je m'endors un peu avant minuit et je me réveille entre 6 et 7 heures. D'accord. J'aime bien avoir un peu de temps le matin. Souvent, je pars de chez moi autour de 8 heures. D'accord. Ça, c'est l'aspect routinier. Le reste, c'est jamais pareil. Oui. Voilà, il y a des journées où je vais me passer beaucoup de temps au bureau. D'autres où je vais rencontrer beaucoup de structures, d'autres où ça va être des déplacements, d'autres où on va plutôt être dans la recherche, la réflexion. Le week-end dernier, c'était la braderie, c'est forcément une journée particulière, donc je suis plutôt friande d'avoir de la nouveauté, des choses qui changent et des rythmes différents, et ça me va assez bien. J'ai aussi des engagements bénévoles, donc tout en essayant de les mesurer, mais en général c'est plutôt des choses que je vais pouvoir faire en fin d'après-midi. Donc là aussi, je remercie ma famille d'avoir appris très vite à gérer quand j'étais pas là, et donc parfois je rentre et je gère le repas, et dans d'autres cas j'arrive, tout le monde a déjà mangé. Donc ça c'est aussi dans les routines ou le quotidien, mais je participe à une coopérative. D'accord. Je suis dans le conseil, je sais plus comment il s'appelle aujourd'hui, mais je participe à la gouvernance. J'ai longtemps été active en tant que parent d'élèves et je m'occupais de la fête de l'école de mes enfants, qui était un grand moment. Voilà, on accueillait 2500 personnes, donc wow. Voilà, c'était une jolie fête. Je pense que c'est aussi pour ça que je continue d'apprécier d'organiser des événements ou des actions publiques. Je passe aussi du temps avec des étudiants où j'anime des séances de travaux dirigés et j'aide des jeunes à découvrir le milieu professionnel. D'accord. En particulier pour des étudiants en gestion urbaine
à l'université de Lille et maintenant des étudiants en licence professionnelle de conception et gouvernance des projets d'aménagement durable. D'accord. La façon dont nos choix quotidiens peuvent avoir un effet sur l'environnement, finalement, c'est quelque chose qui est devenu assez présent aujourd'hui, mais ça s'est installé petit à petit au fil des rencontres. On est aussi à la maison sociétaire de Super Quinquin, donc voilà, on a pris conscience de l'importance de nos achats, de la façon de les organiser et on consomme autrement. Je pense aujourd'hui qu'il y a 15 ou 20 ans avec une réflexion forcément sur l'usage qu'on achète, ce qu'on fabrique. On cuisine beaucoup à la maison et voilà, il y a des gestes, je pense, dont on a pris conscience et qu'on fait en réfléchissant. Ouais, c'est vrai que moi je retrouve les mêmes thématiques chez moi. C'est que moi j'ai un petit garçon qui a 2 ans et demi et du coup à sa naissance ça a déclenché pas mal de réflexions chez moi sur ce qu'on mangeait, d'où est-ce que ça vient, qui le fait, l'importance du local déjà, le bio aussi, mais aussi le local, les produits de saison, d'essayer d'y faire attention. Et du coup, ça me fait penser aussi à ce que vous disiez tout à l'heure sur la transmission, le partage avec les plus jeunes générations. J'ai vraiment la sensation, en tout cas, quand on voit tout ce qui se passe actuellement, que ce soit avec Greta Thunberg ou avec même, on va dire, tous les enfants et adolescents, les jeunes adultes, qu'il y a une prise de conscience à la fois sur la partie environnement, mais je pense aussi sur tout ce qui tient au logement de façon générale. Et du coup, moi, ça me rend vraiment optimiste sur le futur. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des prises de conscience qu'il n'y avait pas forcément avant. Enfin, moi, quand j'étais étudiante, j'avoue que c'était pas forcément des thèmes... j'étais pas forcément hyper sensibilisée à ça, mais parce que je suis née dans le début des années 80, c'était pas la même société que maintenant, on parlait quand même beaucoup moins de tout ce qui était réchauffement climatique, etc. Et j'ai vraiment la sensation que tous les enfants ados et tout ça sont beaucoup plus conscients de ça que, par exemple, moi je l'étais à mon époque. Oui, alors je pense qu'on peut toujours poser la question du rapport au voyage en avion, par exemple. Mais sur des gestes, on peut constater qu'il y a certaines habitudes qui sont changées très rapidement. Je suis plus âgée que vous. Oui. Donc moi, quand je faisais les courses pour mes parents il y a 45 ans, c'était avec un cabas et un sac. Très vite, tout le monde s'est mis à utiliser les sachets en plastique et on allait acheter parce qu'on avait des sous et on prenait pas de sac et on attendait les sacs en plastique. Et je trouve que ça a vraiment changé à nouveau dans l'autre sens. Et au début, les commerçants regardaient bizarre quand on disait non, pas de sac, j'en ai un. Et maintenant, c'est redevenu une habitude, quoi, d'avoir ces sacs en tissu, pas à usage unique, et voire même les sacs pour le vrac. Et forcément, du coup, ça amène aussi à se questionner sur qu'est-ce qu'on conserve, dans quelle quantité on achète, comment on prépare, qu'est-ce qui vient se rajouter dans l'assiette. Et effectivement, enfin, on peut aussi voir des choses avec optimisme quand on repère combien la conscience galope et comment les jeunes sont concernés aujourd'hui par beaucoup de sujets. Et j'avais vu aussi que vous étiez chevalier de l'ordre du mérite, je crois. Oui, oui. Et du coup, j'en ai pas rencontré beaucoup. Alors, c'était dans quel contexte que cette récompense? Un jour, on reçoit un courrier. Un jour, on reçoit un courrier qui dit on vous a proposé, est-ce que vous pouvez répondre à l'enquête, envoyer votre CV, et puis voilà. D'accord. Et puis après, c'est parti. Voilà. Et pour vous, est-ce que ça représentait quelque chose? Ah bah oui, moi au début j'ai cru qu'il s'était trompé. D'accord. J'ai appelé pour dire il doit y avoir une erreur. Et ça m'a touchée, enfin, d'avoir cette forme de reconnaissance. Une portée symbolique est quand même assez importante. Super important, oui. Et puis, quand même pour le coup par rapport... c'est un ordre qui a 50 ans... Il y a des gens qui ont sauvé des vies, qui ont engagé la leur. Moi, je me suis demandé aujourd'hui à quel niveau on se situait pour ça.
Et après, aussi par rapport à d'autres qui l'avaient eu, qui étaient de dire, mais c'est le regard que certains portent sur ce que tu as fait, qui donne de l'importance, et tu peux aussi accueillir cette reconnaissance. Donc c'est aussi une façon de questionner sur comment on regarde ce qu'on fait ou ce qu'on peut apporter. Du coup, je me sens plutôt, dépositaire d'un rôle, quoi. Là, la région récemment a proposé à des gens de donner leur dispo pour aller rencontrer des lycéens quand il s'agit de lycées qui ont peut-être pas le réseau ou les connaissances. Voilà, mais je me suis dit, bah oui, c'est important, je m'inscris sur la liste. Et oui, c'est se repérer dans un tout, faire partie d'un pays. Pour moi, c'est important de contribuer aux évolutions positives de mon territoire. Je trouve ça important et j'ai pris ça vraiment comme un honneur et puis j'essaie d'en être digne. Du coup, je vais voir le défilé du 14 juillet et je sors ma médaille à ce moment-là et voilà, ça me fait vibrer. Oui. Non, mais c'est vrai que je trouve que c'était une belle chose. Enfin, en tout cas, quand on regarde les personnes qui l'ont, on se dit... Je me suis dit, waouh. Non, mais ça symbolise quelque chose de fort, je trouve. Mais je me suis dit aussi que c'était une question de diversité, hein. Comme il faut qu'il y ait des femmes, des hommes. On a plus de chances quand on est une femme de l'avoir jeune. L'histoire fait. Mais oui, enfin, là, on va pas bouder non plus. Hein. Non. Je l'ai accueilli. Voilà, j'essaie d'être à la hauteur. Et du coup, pour terminer notre enregistrement, j'avais 2 petites questions à vous poser. Est-ce que vous auriez, je sais pas, un film, un livre qui vous aurait marqué ou que vous offrez souvent, enfin, je sais pas, un livre que vous offrez souvent ou quelque chose que vous pouvez partager avec les auditeurs? Alors, vous aurez sans doute compris que je suis pas quelqu'un d'habitude, donc il n'y a pas un cadeau magique que je fais souvent. Mais en pensant à offrir, je me dis moi j'aime bien le système des réunions auberges espagnoles où on fabrique une espèce de festin tout ensemble mais qui ressemble jamais à un autre, quoi, parce que on ramène jamais la même chose. Donc oui, j'aime bien apporter ou faire découvrir des goûts nouveaux à ces occasions-là. Un livre qui m'a marqué, je crois que j'ai souvent bassiné mes enfants avec ça, c'était L'étranger d'Albert Camus, que j'ai lu et que j'avais présenté au bac. Voilà, ça m'a beaucoup marqué. Mon fils récemment il m'a dit en vacances, je l'ai lu et je l'ai lu d'une traite, donc je me suis dit mais il faut que je le relise maintenant, donc je vais bientôt le relire. Et pour boucler avec du plus contemporain, j'ai beaucoup aimé le film Roubaix, une lumière. Ah oui, qui est sorti il y a quelques semaines. 21 août. Oui. J'ai lu que certains trouvaient ça trop sombre ou misérabiliste. Moi, j'ai trouvé que c'était fait avec une forme de vérité et que pour s'attaquer à des problèmes, des fois, il faut les identifier et les connaître. Et voilà, j'ai aimé ce film et l'ambiance qui retraduit, qui est aussi une des réalités de ma ville de naissance. Et enfin, donc, ce podcast s'appelle La Boussole. Donc la boussole, ça montre le nord. Et à qui, à quoi vous auriez envie de montrer le nord? C'est la question piège de fin. Du nord, j'aime montrer l'hospitalité et le nord, c'est à mon mari que je l'ai montré puisque lui, il n'était pas d'ici et que il arrive maintenant à une part de sa vie où il aura passé autant de temps dans le nord que dans sa région d'origine. Donc voilà, j'ai montré le nord à mon chéri. Et il y est resté. Merci beaucoup Stéphanie. Merci. J'espère que ce 2e épisode vous aura plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et films évoqués avec Stéphanie. Si vous souhaitez me contacter pour me proposer des invités ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscules, tout attaché, @gmail.com.
Je vous remercie et vous donne rendez-vous le 30 septembre pour le prochain épisode de La Boussole.